Mbotele Pangui, j'espère que vous allez bien. Alors donc nous poursuivons aujourd'hui la suite de notre série de Kabula au sujet de notre parcours au sein de la tradition avant notre rencontre avec le Kimuntu, puisque comme j'ai pu le dire au cours de Kabula précédent, il y a véritablement eu un avant Kimuntu, tout le cheminement que nous avons connu, et ensuite donc notre arrivée à l'école, qui s'est fait en 2 temps. Mais bon, ça j'aurai l'occasion justement au cours de cette série de vous expliquer un peu comment ça s'est passé et comment voilà cette rencontre avec l'école et l'intégration de l'école a véritablement changé le cours de notre vie, euh, c'est-à-dire en tout cas lui a donné une orientation plus précise, voilà, par rapport à la quête qui avait déjà commencé justement quelques années auparavant. Donc là, à travers cette série, l'idée justement est de pouvoir partager avec vous un exemple finalement de cheminement euh, semblable à d'autres, et comment finalement, en passant par différentes étapes, euh, on arrive à trouver les réponses aux questions qu'on a pu se poser pendant plusieurs années par une persévérance et une assiduité qui, voilà, à un moment donné, nous permettent d'arriver au résultat escompté. Non sans mal, hein, c'est-à-dire que bon, dans notre parcours, je pense que respectif, il y a forcément des hauts et des bas, voilà, des victoires et des défaites, mais ça fait partie donc du processus, ça fait partie je dirais, de l'aventure. Voilà. Donc, au cours du dernier épisode, donc j'évoquais mon expérience au sein de l'Institut Africamat, toutes les portes que cela a pu ouvrir, hein, toutes les connaissances euh, auxquelles nous avons pu avoir accès, la qualité, voilà, des interventions, des enseignements. Ça a été pour moi la période de découverte des travaux de Cheikh Anta Diop, de Théophile Obenga et même d'autres auteurs parfois un peu moins connus, hein, comme le professeur Bilolo. Voilà. Également d'autres travaux concernant, donc, par exemple, le professeur Van Sertima, Ivan Van Sertima, les travaux de Runoko Rashidi. Euh, Ça a été également la rencontre, la découverte d'un excellent orateur comme Lasconi. Voilà, et voilà, donc c'est vraiment une période riche en information, en enseignement, et qui donc a été ponctuée par ce sommet, ce summum qu'est le voyage que nous avons eu l'occasion de participer euh, en mois non, de février 2009, euh, en Égypte. Voilà. Donc ça a été vraiment un voyage. Alors déjà, ne serait-ce même le scénario, la manière dont les choses se sont faites, puisque c'est un voyage qui s'est décidé, en ce qui me concerne en tout cas, au dernier moment. Ce n'était peut-être que 2 semaines avant le jour du départ que finalement, je dirais que sur un coup de tête, le sentiment qu'il fallait y aller, voilà, ça s'est fait comme ça, et donc j'ai eu la chance de pouvoir quand même intégrer le groupe qui devait partir pour Tamiri. Et du coup, voilà, les choses se sont faites comme ça. Et donc voilà, tout ce voyage a été, puisque pour résumer, hein, parce que ça a été un voyage d'à peu près 10 jours, donc ce serait compliqué donc de détailler jour après jour, mais ce qui est sûr, c'est que ça a été un voyage vraiment incroyable. Dès le premier jour,
Alors au moins, ça on peut en parler, puisque ça a été, on a commencé donc notre séjour par en fait la Haute-Égypte, puisque du coup alors, il y a la Haute et la Basse-Égypte. La Haute-Égypte, correspond donc au sud, hein, la partie sud de l'Égypte, frontalière donc avec le Soudan. Et donc il y a la Basse-Égypte où se situe la capitale, le Caire, le plateau de Gizeh avec les trois grandes pyramides, etc. Et donc nous en fait nous avons commencé par le sud, donc la Haute-Égypte, et nous avons commencé donc par Luxor. Luxor donc c'est euh, la ville donc où se situe le temple de Karnak. Voilà. Donc Luxor c'est l'ancienne Thèbes, l'ancienne capitale donc euh, de l'empire. Et donc nous avons effectivement donc commencé notre séjour sur les chapeaux de roue, hein, avec donc le temple d'Amon, voilà, de Karnak. Donc d'entrée, on a commencé par, je dirais, ce qu'il y a quasiment de plus gigantesque, de plus énorme en Égypte, avec également les pyramides, mais voilà, le temple de Karnak, un temple de plusieurs hectares. Donc, je ne sais pas si vous imaginez l'immensité du site. On a pu, donc voilà, dès l'entrée, vous avez l'allée des béliers, une rangée de béliers en vis-à-vis, face à face. Donc nous, nous devons traverser au milieu pour donc entrer donc à l'intérieur du temple. Temple, c'est-à-dire que l'entrée avec un obélisque. Donc en fait, normalement il y a deux obélisques de chaque côté de l'entrée. Mais le deuxième, l'un des obélisques est manquant, puisque c'est l'obélisque qu'on retrouve donc sous la place de la Concorde, hein, à Paris, en France. Donc c'est l'obélisque qui vient donc du temple de Karnak. Et donc actuellement, enfin au moment où on a été au cours du voyage, donc il n'y avait qu'un obélisque donc à l'entrée du temple. Euh, et du coup, voilà, on a pu visiter donc ce temple immense. Et d'entrée, l'une des toutes premières questions qui a ponctué l'ensemble donc, de ce séjour, c'est mais pourquoi autant de gigantisme? Puisque, encore une fois, entre ce qu'on s'imagine, ce qu'on voit en image, et être sur place et le voir de ses yeux vus, d'être vraiment euh, au cœur de ces édifices, c'est vraiment deux choses qui n'ont rien à voir. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. De se rendre compte à quel point ces temples sont immenses. Ces temples sont immenses. La hauteur au sol, la hauteur des plafonds, la hauteur des pylônes, la hauteur, c'est incroyable. C'est incroyable. Et tout de suite, on se pose la question, mais pourquoi construire aussi haut? Puisque certes, on peut vouloir construire un édifice gigantesque ou en tout cas magnifique, qui rendent compte de la sophistication, de la grandeur, du savoir-faire d'une civilisation, mais à ce point vouloir aller chercher aussi haut. Et je me souviens encore d'un des membres donc, de notre groupe qui, face à mes questionnements, à un moment donné, m'a, comment dire, euh, discrètement lâché que certains des anciens à l'époque, tout simplement, étaient de grande taille, quoi. Voilà, que les édifices étaient finalement à la taille euh, des anciens, en tout cas de certains anciens de l'époque. Et là, c'est vrai que ça a été pour moi le premier contact également avec ces enseignements qu'on peut retrouver aujourd'hui à l'école Kimuntu, avec notamment les enseignements du Kinkulu Kieto, de notre ancestralité. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que ces explications ont là aussi été enfin, un second choc pour moi, puisque entre l'entendre dire au cours de conversation, à droite, à gauche, bon, ça c'est une chose, mais de se rendre compte de l'immensité des édifices
et qu'on vous explique ensuite que ben, tout simplement les anciens euh, faisaient la taille que les temples étaient dimensionnés à la taille de certains de nos anciens de l'époque, là vous vous dites waouh, qu'en fait on est dans tout autre chose que ce qu'on peut croire. Voilà. C'est que derrière donc, tous ces temples, tous ces vestiges se cachent bien plus que ce qu'on pourrait penser, une civilisation bien plus, sans doute bien plus avancée que ce qu'on veut bien nous faire croire. Et voilà, c'est véritablement pareil là, si on continue dans la série de claques qu'on prend. Mais là, c'est vraiment je dirais des claques réelles, c'est-à-dire c'est plus des claques verbales ou par rapport à des informations reçues, mais là, c'est des claques visuelles. Voilà. Et donc, tous les temples qu'on a pu faire, puisqu'on a vu, du coup, on est passé donc, au temple de Karnak, le temple d'Amon de Karnak. On a vu, on a été au temple, bon, je dirais les noms égyptologiques pour qu'on puisse se retrouver. Mais donc, il y a eu la visite donc, du temple d'Horus, euh, visite du temple, il y a la visite du temple d'Isis aussi à Philae. Nous avons eu voilà, la vallée des rois, voilà, donc là où se situent les sépultures donc des différents Tinous, des différents pharaons, hein, pour employer le terme généralement, plus généralement connu, donc des souverains donc de l'Égypte antique. Mais ce voyage a également été l'occasion d'expériences aussi, je dirais même le début des toutes premières. Enfin, alors, il y a eu d'autres expériences mystiques avant ça, hein, dans notre vie. Mais je dirais que les expériences vécues à ce moment-là en Égypte, euh, là on passait dans à un autre stade, puisque au-delà des édifices magnifiques, des vestiges, des temples, etc., il y a vraiment une énergie spéciale là-bas. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage. C'est, c'est, pour avoir vécu justement ben, la RIC en Guadeloupe, donc au mois d'avril en 2023, et depuis donc l'arrivée à l'école et donc l'initiation aux énergies, au monde des énergies, etc. Euh, Quand je repense justement à ce voyage en Égypte, c'est là où je me rends compte vraiment à quel point il se passe vraiment quelque chose là-bas. Il y a vraiment il y a un vortex énergétique, il y a une puissance qui est toujours présente hein, euh, dans ces temples. Il se dégage véritablement une énergie vraiment puissante. Voilà. Et donc, à ce moment-là, au cours donc, du voyage, c'est l'occasion donc, de faire l'expérience donc, de ces énergies puissantes. Et donc au fur et à mesure en fait, du voyage, nous remontions le Nil, donc de la Haute-Égypte vers la Basse-Égypte, vers la capitale, vers le Caire. Et donc arrivé effectivement donc, les derniers jours au Caire, donc nous avons eu l'occasion de visiter le musée du Caire et donc également l'occasion de visiter donc, le plateau de Gizeh, voilà, avec les fameuses pyramides, le Sphinx. Et ce fut vraiment moment, un moment énorme pour nous, puisque, vous savez, le fait, lorsque vous voyez des choses tout le temps à la télé, et lorsque vous êtes réellement sur place, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous êtes sur un site qui a plusieurs milliers d'années, et même quels que soient les temples que nous avons visités, ne serait-ce que le fait de s'imaginer que ces édifices sont là depuis plusieurs milliers d'années, on se dit, mais, et de voir la qualité.
hein, de l'état de conservation de ces temples, malgré certaines dégradations au cours des différentes invasions, les destructions, etc., le vandalisme, de voir à quel point ces monuments sont encore aussi majestueux, c'est là où on se dit, mais les anciens à l'époque, ils étaient vraiment loin, quoi. Ils ont vraiment accompli des choses extraordinaires. Et finalement, on en arrive même à se poser des questions, à se dire, et avec toutes les informations aussi reçues un peu avant, depuis les années précédentes, puisqu'à l'époque, nous sommes en 2009. Donc ce cheminement a véritablement pris de l'ampleur à partir des années 2005-2006. Donc ça fait déjà à peu près 4 ans qu'on est versé donc, dans ce milieu et qu'on apprend, qu'on accumule les informations, les connaissances. Et finalement, l'autre question qui revient beaucoup, c'est mais en voyant à cette époque, hein, en 2009, mais donc à l'époque où nous vivons, à l'époque moderne où nous vivons, en voyant la situation, l'état de déliquescence dans lequel nos sociétés, que ce soit en Afrique, que ce soit aux Amériques, l'état de déliquescence dans lequel nos sociétés sont, la déchéance finalement que nous avons connue, que notre civilisation a connue, à un moment donné, on se pose la question, mais comment on a fait pour en arriver là? Comment on en est arrivé là? Alors pas du jour au lendemain, mais voilà, avoir été aussi haut, aussi loin, avoir fait des choses aussi extraordinaires et aujourd'hui se retrouver, euh, comme dirait tout moi, à vendre du kebab. C'est incroyable. Et là, vraiment, on se dit, mais comment est-ce possible? Comment se retrouver aussi bas aujourd'hui? Et c'est vrai qu'à cette époque-là, puisque j'avais à peu près voilà, 21 ans, euh, il y a certaines choses qui peuvent être un peu, je dirais, difficiles à accepter. Et on n'a pas forcément je dirais, la lucidité et la patience euh, de quelqu'un un peu plus âgé qui justement aura eu, euh, voilà, qui a déjà un peu plus d'expérience, qui a acquis également un peu plus de sagesse. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on est un peu emporté par l'énergie de la jeunesse et on se dit, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose, qu'on ne peut pas rester comme ça, avoir fait autant de choses et se retrouver dernier de la classe aujourd'hui, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Et donc du coup, effectivement, bon, parfois on peut être emporté par un peu trop de fougue et ça a été mon cas. Euh, Se retrouver à vouloir en faire tellement euh, et même se dire à un moment donné que bon, euh, après tout, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Hein. Vous voyez un peu l'état d'esprit donc qu'on peut avoir à cette époque-là, à ce moment-là. Voilà, donc on peut être amené à faire des choix qui ensuite nous portent préjudice et même nous procurent des ennuis judiciaires, puisque voilà, on est dans une position où on n'a pas envie d'attendre, on n'a pas envie de rester là à juste observer l'état de déchéance dans laquelle on vit, mais véritablement à se dire que voilà, si on est prêt à tout pour, pour faire en sorte que ça change. Voilà. On se dit que non, mais c'est pas possible. On ne peut pas continuer à vivre dans ces conditions. Donc du coup, voilà, on est prêt à tout. On se sent capable de tout et n'importe quoi pour juste pouvoir trouver des solutions voilà, en pensant qu'on pourra, on contribuera à ce que les choses changent. Donc, mais bon, là, en l'occurrence, bon, ça, ce sont
ce sont des situations qui sont arrivées par la suite, puisqu'à la longue, à force de voir un peu, de faire ce constat récurrent, ce sont d'autres décisions par la suite, quelques années après, qui ont effectivement ont été préjudiciables d'un point de vue judiciaire. Mais donc, à cette époque-là, euh, lorsque justement on se posant la question, mais qu'est-ce qu'il y avait possibilité de faire, comment faire, quoi faire, puisqu'il faut se rappeler également que au cours donc, de l'année 2009, en Guadeloupe, il y a une grève générale, hein, qui paralyse l'île, et avec également une forte volonté de remise en question donc du fonctionnement de la société. Et donc voilà, il y a toute une réflexion sur euh, quelles solutions apporter, quelle contribution finalement euh, pour éveiller les consciences. Et c'est vrai que les collaborations que j'ai pu avoir, qu'il y a pu y avoir avec donc les responsables donc de la maison d'édition à l'époque, donc Ménébuc, j'ai pu en parler donc, dans le Kaboula précédent, donc, avec le responsable, donc c'était Salomon Mezepo. Et donc voilà, les collaborations que j'ai pu avoir à cette époque-là, tout cet environnement de production littéraire, à travers, publié à travers donc, les éditions Ménébuc, les espaces donc, de librairie également, hein, pour distribuer les ouvrages produits donc, et édités donc, au sein de cette maison d'édition. Tout ça a un peu, je dirais, nourri la réflexion, nourrit notre réflexion. Et je me souviens du jour où ma mère, donc justement au pays, hein, en Guadeloupe, m'appelle pour me faire part donc, de cette idée de monter une librairie. À ce moment-là, je me dis, ça fait tilt en fait dans ma tête et je me dis, voilà, c'est la réponse que j'attendais. C'était la réponse à la question justement de quoi faire, comment apporter finalement une contribution à l'éveil de conscience général, global. Et donc voilà, c'est à ce moment-là, je me dis, tiens, ça c'est, voilà, je tiens ma réponse. Euh, je me dis, banco, on se lance là-dedans. Et donc voilà, l'idée est prise de retourner en Guadeloupe pour cette fois-ci monter une librairie. Voilà, une librairie d'ailleurs à laquelle je donnerai le nom de librairie Papyrus, hein, un clin d'œil justement à, cette, à l'histoire de l'Égypte, tout ce qui justement se rapporte à l'Égypte. Et donc c'est l'occasion de pouvoir, à travers cet espace, hein, justement donc, euh, distribuer, donner accès à des ouvrages qui, donc selon moi à l'époque, pourraient justement euh, contribuer à l'ouverture donc de l'ouverture des esprits, l'éveil des consciences, et grâce également hein, aux différentes activités proposées autour donc, de ces ouvrages. Hein. Encore une fois, hein, quels que soient les ouvrages, les Théophile Benga, les Cheikh Anta Diop, tous les noms que j'ai pu citer juste avant. Et donc voilà, ça a été grâce, je dirais, à, à ce parcours et à l'expérience vécue donc, au sein de l'Institut Africamat, ça a quelque part permis d'aboutir à ce projet concret. Voilà. Et donc voilà encore une étape supplémentaire donc, dans notre parcours. Et je me souviens qu'à l'époque, hein, donc en 2009, après donc être retourné en Guadeloupe, se posait la question mais concrètement, bon, j'en ai déjà découvert pas mal sur l'Égypte,
sur l'Afrique précoloniale, les différents grands royaumes, etc. La présence euh, des Kémites, que ce soit en Asie, donc avec les travaux de Runoko Rashidi, aux Amériques, avec la présence donc, des Olmecs en Amérique centrale, les travaux menés par Ivan van Sertima. Voilà, j'ai pas mal d'éléments de connaissances à disposition, mais qu'en est-il finalement de mes origines propres? Et je me souviens qu'à l'époque, donc une fois retourné en Guadeloupe, avoir entrepris des recherches généalogiques pour éventuellement voilà, voir si je pouvais trouver, remonter jusqu'à un parent venant donc, du continent, ayant donc son nom d'origine, voilà, qui aurait pu m'indiquer, me donner plus d'indications euh, sur des origines, voilà, sur une lignée, le lien avec une tradition en Afrique, puisqu'aujourd'hui, euh, enfin, à l'époque, c'était bien de pouvoir connaître le lien avec le lien de nos sociétés actuelles avec l'Égypte ancienne, hein, au travers la langue notamment. Mais c'était important, surtout, voilà, encore une fois, en tant que afro-caribéen, de pouvoir se situer, pouvoir se replacer dans un contexte actuel, euh, de pouvoir retisser euh, le lien avec donc nos origines, hein, avec les origines donc, de ceux qui nous ont précédés. Donc j'entreprends mes recherches et voilà, je consulte donc les archives municipales, je remonte au fur et à mesure en fonction des informations que j'avais déjà. Et puis, bon, je me retrouve bloqué jusqu'à une certaine année, donc à peu près en 1894. Donc voilà, 1894, j'arrive pas à remonter plus loin, les archives ne me permettent pas, en tout cas les archives municipales ne me permettent pas d'aller plus loin. Et là, on m'explique que pour aller plus loin, il faut cette fois-ci aller consulter donc, les archives euh, au niveau des archives départementales, hein, qui sont situées donc, dans une ville qu'on appelle Gourbert. Et donc, du coup, à ce moment-là, je me dis, oh, c'est un peu compliqué pour moi. Et un jour, puisqu'en discutant un peu de mes démarches, j'ai l'occasion de discuter donc, avec une de mes tantes, donc une des sœurs de mon père, à qui donc, je fais part de mes recherches, des résultats que j'ai pu avoir. Et qui là, en écoutant un peu, me dit, tiens, mais écoute, j'ai eu l'occasion justement de faire des recherches et d'aller à cette fameuse ville, hein, à Gourbert, consulter donc les archives. Et j'ai pu donc retrouver plus d'informations concernant un de nos aïeux qui est arrivé, celui qui est le premier qui est arrivé donc en Guadeloupe. Plus précisément donc, à Marie-Galante. Et donc, elle m'explique ça, elle m'explique que justement, effectivement, donc, dans les mémoires, bon, au sein de la famille, il y avait eu comme ça cette transmission bon, orale d'un aïeul venant donc, d'Afrique. Et elle m'explique, et d'ailleurs, qu'il venait précisément donc, du Congo. Donc, alors là, pour la première fois, j'ai une information qui me permet de pouvoir euh, relier finalement ma lignée à une tradition, à une aire géographique précise. Et donc, elle m'explique, voilà, que alors c'est quelque chose qui a toujours existé dans la famille, ils en ont toujours parlé, oui, de papa un tel. Donc, elle m'explique, elle me donne même le nom hein, de cet aïeul venu donc, du Congo. Et elle me dit, bon, ben écoute, si ça t'intéresse, je peux te fournir un exemplaire de l'acte de naissance, donc de la fille, d'une fille qu'il a eue une fois arrivé donc en Guadeloupe, une fois arrivé à Marie-Galante.
je peux te fournir donc un exemplaire donc, de l'acte de naissance de sa fille, de la fille qu'il a eue une fois arrivée. Donc, je lui dis, ok, super, ça m'intéresse, c'est ce que je cherche. Et donc, du coup, voilà, quelques jours après, elle m'amène donc ce document. Et chose incroyable, mais une fois qu'elle m'a remis le document, une fois que j'ai reçu le document, donc elle m'a remis, j'ai pas lu tout de suite, elle m'a remis dans une chemise, donc on a discuté, etc. Puis ensuite, une fois qu'elle est partie, donc j'ai pris le temps donc de lire l'intégralité donc de l'acte de naissance, l'intégralité du document, stipulant que monsieur un tel, tel prénom, tel nom de famille, à telle date, donc on était aux alentours, je crois, de 1875, déclare la naissance, voilà, c'est l'acte de naissance donc, de la fille qu'il avait eue donc, à ce moment-là. Donc en 1875, donc on est donc après l'abolition, puisque l'abolition intervient donc en 1848. Donc c'est quelqu'un qui est arrivé donc, du Congo après donc, l'abolition de l'esclavage, puisqu'il y a eu beaucoup en Guadeloupe, en Martinique, voilà, dans les territoires français, beaucoup de ce qu'on a appelé d'engagés, voilà, venant du Congo, qui sont arrivés en Guadeloupe à cette période, hein, après l'abolition. Il y en avait déjà qui étaient arrivés durant la période de l'esclavage, mais voilà, il y en a beaucoup qui sont arrivés par la suite également, après l'abolition, et qui du coup, en arrivant, ont également conservé leur nom de famille, ce qui fait qu'on retrouve énormément en Guadeloupe, en Martinique, également en Guyane, de noms de famille euh, totalement authentiques, Congo, notamment. Voilà. Donc, je ne vais pas les citer ici, bon, ben pour ne pas, comment dirais-je, pour, euh, voilà, ne pas, par pudeur pour les personnes qui seraient concernées, ou en tout cas, voilà, pour qui n'auraient pas peut-être envie que je cite leur nom dans un audio, voilà, dans une vidéo sur YouTube, mais il y a en tout cas beaucoup de personnes, de noms de famille qui existent en Guadeloupe, qui sont des noms Congo, qui sont des noms, des noms qui sont restés authentiques de personnes donc venues du continent après donc l'abolition. Et donc du coup, voilà, en lisant le document que m'a remis ma tante à ce moment-là, une fois avoir lu l'intégralité du document, j'ai ressenti comme une sorte de vibration, comme une sorte comme un frémissement tout le long de ma colonne vertébrale. C'est-à-dire que je ressentais, alors, c'est-à-dire que dès la première fois, j'ai ressenti comme un frisson, un peu comme si il y a un vent glacé qui passe dans votre dos et donc vous vous mettez à frémir. Sauf que là, c'était différent en fait. C'est-à-dire que c'était comme je sais pas, aujourd'hui avec les mots que j'emploierais avec mon niveau de conscience actuel, c'était comme une actualisation de l'information. Voilà, c'est comme si au niveau de mon ADN, l'information avait été actualisée, avait été voilà, de nouveau reprogrammée au sein de mon corps, au sein de mon ADN. Et chose extraordinaire, c'est-à-dire que je me souviendrai toujours, hein, c'était un samedi. Et en fait, durant quasiment 2 jours, hein, du samedi, donc la journée du samedi, puisque j'ai eu ma tante, donc c'était le matin, hein, samedi matin. Donc durant la journée du samedi et du dimanche, je dirais à intervalle d'à peu près 5 minutes, quasiment tous les 5 minutes, j'avais ce petit frémissement, ce, ce- ce- ce frémissement au niveau de ma colonne vertébrale. Comme je vous dis, comme une information qui est en train de se télécharger, de s'actualiser. Et ce frémissement, sans que je le contrôle, hein, sans que ça ne vienne de moi, mais à intervalles réguliers, je ressentais comme une vibration à l'intérieur de mon corps. Un tremblement qui
subitement, comme si, voilà, j'en sentais voilà, quelque chose un frémissement. C'était vraiment c'était vraiment très, très, très surprenant. C'est la première fois que ça m'arrivait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, à intervalles réguliers, je ressens comme une vibration, comme, voilà. Et oui, ce fut vraiment une expérience hors du commun. Et je dirais, voilà, c'est le moment qui véritablement m'a mis en relation, m'a mis en connexion donc avec, avec mon ancestralité. Voilà. À quelle euh, civilisation, à quel héritage finalement j'étais relié. Alors pas uniquement, puisque du coup, au sein de mes recherches, bon, ben, c'est le résultat que j'ai pu trouver. Maintenant, au sein donc, de la lignée ancestrale, il y a sans doute donc des origines venant d'ailleurs, hein, du continent, pas seulement du Congo. S'il fallait remonter donc, au sein de la lignée avec les mélanges, on pourrait éventuellement retrouver donc d'autres des liens, des connexions avec d'autres sociétés, d'autres traditions en Afrique, hein, autre que autre que la tradition Congo. Mais il est vrai que le lien que j'ai pu retrouver et donc réactualiser, ça a été celui-là. Et donc du coup, eh bien, ça a été pour moi l'occasion donc de pouvoir après avoir connu donc et m'être intéressé à l'Égypte, à l'histoire de la Nubie, de l'Éthiopie ancienne. Euh, Aujourd'hui, voilà, en tout cas à ce moment-là, ça a été pour moi l'occasion donc de pouvoir désormais m'intéresser, me concentrer, je dirais, sur une tradition qui, pour le coup, voilà, existait encore et pour laquelle je pouvais, voilà, trouver sans doute d'autres informations, euh, avoir des contacts avec des personnes, hein, encore présentes, encore euh, ancrées donc, dans cette tradition, hein, la tradition Congo. Donc du coup, voilà, je me suis mis en quête donc, de toute information qui aurait pu m'en apprendre un peu plus sur qu'est-ce qu'était la tradition Congo, voilà, à cette époque-là, je n'en connaissais encore rien. Voilà, on est entre 2009 et donc 2010. Et donc, cette recherche généalogique a été pour moi l'occasion de pouvoir donc, découvrir un lien avec cette tradition Congo, et donc le fait pour moi donc, de commencer à m'intéresser, à chercher à en savoir plus. Voilà, donc du coup, ce sera l'objet bon, ben, du prochain Kaboula. Je vous expliquerai un peu comment finalement ben, j'ai pu en apprendre un peu plus, comment j'ai pu entrer en contact, quel a été mon premier contact donc, avec la tradition Congo, notamment donc, à travers une organisation qu'on connaît sous le nom donc, de Ubuntu Dia Congo, donc, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc ce sera l'occasion voilà, pour nous d'en parler un peu plus et voilà, de détailler un peu notre cheminement et petit à petit notre introduction à cette tradition que nous ne connaissions pas du tout à l'époque, encore une fois aux alentours de 2009, 2010, et qu'on a découvert à ce moment-là. Et voilà, quel a été nos premiers contacts et ce qu'on a pu apprendre et qui ensuite, bien entendu, petit à petit, nous a amené donc au Kimuntu, à l'école Kimuntu. Voilà. Donc, Matondo à vous donc, pour votre écoute, en espérant donc, voilà, que ce Kaboula vous aura plu. Et je vous dis donc ben, rendez-vous au prochain épisode, donc la partie 3 donc, de notre cheminement
dans la tradition, donc avant l'arrivée au Kimuntu. Matondo à tous et à bientôt.